Nous sommes en Égypte. Le soleil frappe les pierres millénaires de Gizeh. Devant moi, l'une des structures les plus iconiques de l'humanité, la fameuse pyramide de Khéops, appelée pyramide de Khufu. Depuis des siècles, un mystère plane. Qui a réellement bâti ces monuments colossaux? Les livres sacrés nous parlent d'un peuple réduit en esclavage, forcé de hisser des pierres énormes sous la férule de pharaons despotiques. Mais si je vous disais, la team, que cette histoire est fausse, que nous avons aujourd'hui des preuves irréfutables et qu'elles remettent en question des pans entiers de l'imaginaire collectif et même de l'historicité de certains récits religieux. Le papyrus de Mérer, ce document vieux de plus de 4500 ans, retrouvé près de la mer Rouge, va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la construction des pyramides d'Égypte. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, la team, posons-nous une question essentielle. D'où vient cette rumeur de pyramides bâties par des esclaves? Et surtout, pourquoi persiste-t-elle encore aujourd'hui? Restez avec moi, car nous allons démêler le mythe de la réalité, explorer les preuves archéologiques et interroger l'impact de ces découvertes sur les religions abrahamiques. Bienvenue dans l'histoire, la vraie. L'image est puissante. Des milliers d'hommes courbés sous le fouet, tirant d'énormes blocs de calcaire sous un soleil écrasant. Hollywood, l'iconique biblique et les discours religieux ont façonné cette représentation. Mais à l'origine, cette idée vient-elle vraiment de la Bible? Dans l'Exode, livre central du récit biblique, il est écrit que les Hébreux ont été réduits en esclavage par Pharaon. Je cite, « Ils bâtirent pour Pharaon les villes de Python et de Ramsès. » Et c'est dans l'Exode 1:11. Pourtant, rien n'indique spécifiquement qu'ils aient construit les pyramides. Les pyramides étaient déjà vieilles de plusieurs siècles, à l'époque où le récit de l'Exode est censé se dérouler. Les plus récentes études datent la construction de la pyramide de Khéops, donc Khufu, aux alentours de 2580 avant notre ère. Alors que l'Exode biblique, selon certains exégètes, se situerait plus vers moins 2550 avant notre ère, sous l'époque de Ramsès II. Ramesséou. Ce décalage temporel est énorme. Plus de 1000 ans de différence. Pourtant, dans l'imaginaire collectif occidental, l'amalgame entre esclaves, hébreux et pyramides est resté bien tenace. La faute à plusieurs siècles de catéchisme et surtout à l'impact culturel des grandes fresques cinématographiques. En 1956, le fameux film Les 10 commandements, grave dans le marbre l'image d'un peuple hébreu esclave sous le règne du pharaon Ramsès II. Ce film monumental, et je pense que vous l'avez vu, a touché des millions de personnes et a influencé durablement la perception populaire. Mais, comme je le disais en introduction, la vérité historique est bien ailleurs. Dès les années 1990, des archéologues égyptiens et occidentaux commencent à déconstruire ce mythe. Mark Lehner, l'un des plus grands spécialistes de Gizeh, déclare même ceci, je cite, « Aucune preuve archéologique n'atteste que les pyramides furent bâties par des esclaves. » Sur le plateau de Gizeh, à seulement quelques centaines de mètres des pyramides, les fouilles menées par Zahi Hawass et son équipe mettent au jour, dans les années 90, des tombes bien particulières, celles des ouvriers eux-mêmes. Cru pendant bien longtemps que les pyramides avaient été construites par des armées d'esclaves. Cette affirmation est fausse. Les découvertes faites en archéologie funéraire permettent de tracer le profil de ceux qui ont véritablement construit les pyramides. De l'avis général, le pharaon n'aurait jamais forcé son propre peuple à passer tant d'années à la construction des pyramides. On a longtemps pensé qu'elles avaient été édifiées par des esclaves, des Israélites entre autres. Mais sans preuve archéologique, personne ne pouvait en être sûr. Depuis quelques années, les archéologues entreprennent des fouilles autour des pyramides de Gizeh. Leurs découvertes ont révolutionné les théories concernant les ouvriers bâtisseurs de pyramides. Le docteur Zahi Hawass a découvert les tombes de ces ouvriers. Contrairement aux fosses communes réservées aux esclaves dans d'autres cultures, ces sépultures sont soignées, accompagnées d'offrandes funéraires et placées à proximité directe des pyramides. Pour Hawass, c'est très clair, je cite, « Ces hommes étaient des ouvriers qualifiés, des artisans, et ils étaient respectés. » Mais alors, pourquoi ce mythe biblique
continue-t-il encore aujourd'hui à influencer la culture populaire et même quelquefois l'enseignement? La réponse tient en partie à la puissance des récits religieux abrahamiques. La figure de Moïse, le peuple libéré de l'esclavage et l'oppression de Pharaon sont devenus des archétypes de la lutte contre l'injustice. Mais en plaquant ce récit sur les pyramides, on falsifie l'histoire. En vérité, à l'époque de Moïse, si Moïse a bien existé, parce que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons aucune preuve archéologique, les pyramides étaient déjà bien lointaines, presque autant pour lui que pour nous aujourd'hui. Vous l'avez compris la team, les pyramides n'ont jamais été construites par des esclaves hébreux. Dans quelques instants, je vais vous révéler comment le papyrus de Mérer, un document, comme je le disais, vieux de 4500 ans, est venu confirmer cette vérité. Mais avant cela, la team, penchons-nous sur ce qu'était réellement l'organisation du travail sur ces chantiers pharaoniques. C'est le cas de le dire. Nous sommes en 2013, près de la mer Rouge, sur le site de Wadi Al-Jarf. Un port antique est exhumé par une équipe d'archéologues franco-égyptiennes menée par le fameux Pierre Thallet. Et là, parmi les vestiges, un rouleau de papyrus, fragile mais exceptionnellement bien conservé. Ce document, désormais connu aujourd'hui sous le nom de papyrus de Mérer, est le plus ancien journal de bord jamais retrouvé. Il date de la 26e année du roi, donc Khéops, Khufu, soit aux alentours de moins 2530 avant notre ère. Mérer était un contremaître. Son papyrus relate les tâches quotidiennes de son équipe d'ouvriers qualifiés. Quelle était leur mission? Transporter des blocs de calcaire blanc depuis les carrières de Toura, de l'autre côté du Nil, jusqu'au plateau de Gizeh, où la pyramide de Khéops, Khufu, était en cours de construction. Nous avons chargé 40 embarcations de pierres chaque jour, écrit Mérer dans ses propres mots. Ce journal de bord est précis et méthodique. Il décrit la logistique complexe mise en place pour acheminer ces blocs par voie fluviale sur le Nil et sur des canaux spécialement creusés à cet effet menant jusqu'au pied de la pyramide. Imaginez quelques secondes la team. Des dizaines de bateaux, des centaines d'ouvriers spécialisés, une organisation millimétrée orchestrée par l'État pharaonique. Mérer mentionne d'ailleurs dans ses notes la supervision d'un haut fonctionnaire royal appelé Anr Khaf, demi-frère du roi Khéops, donc Khufu, ce qui prouve que ces travaux étaient dirigés par des cadres de la haute administration. Pierre Thallet commente, je cite, « Ce papyrus est une preuve écrite incontestable que la construction des pyramides reposait sur une organisation étatique puissante et rationnelle. » Ce qui est frappant dans ce texte, la team, c'est l'absence de toute mention d'un statut d'esclave. Les hommes de Mérer sont des ouvriers libres, qualifiés, bien nourris et encadrés. On retrouve dans le papyrus des indications sur les rotations de travail, l'accès à des rations de pain et de bière, denrées très précieuses à l'époque. Zahi Hawass souligne ceci, je cite, « Nous avons retrouvé leur tombe, leur outil et maintenant leur journal de bord. Tout prouve qu'ils étaient des travailleurs respectés et non des esclaves. » Ce dernier a été surpris d'en constater l'aspect étonnamment recherché. Elle ne ressemble pas aux fosses réservées aux esclaves. Si les gens qui ont construit les pyramides avaient été des esclaves, ils n'auraient jamais été enterrés aussi près d'elles. Leurs tombes n'auraient jamais été préparées pour l'au-delà comme celles des rois et des reines. C'est une révolution dans la compréhension de l'Égypte pharaonique. Le papyrus de Mérer décrit aussi la maîtrise logistique incroyable des anciens Égyptiens. Des canaux creusés depuis le Nil pour permettre aux barges de se rapprocher au plus près du chantier. Une hypothèse longtemps débattue, mais que le papyrus vient confirmer. L'ingénieur Mark Lehner, très connu, affirme ceci, je cite, « Ce réseau fluvial artificiel est la clé pour comprendre comment les Égyptiens ont pu déplacer des centaines de tonnes de pierres jusqu'au cœur de Gizeh. Ces infrastructures démontrent une planification exceptionnelle et un savoir-faire sans égal. » Le papyrus de Mérer nous plonge aussi dans le quotidien de ces ouvriers. Ils travaillaient probablement par roulement sur plusieurs mois et étaient rémunérés sous forme de rations, mais également honorés dans la mort. Les fouilles du village ouvrier de Gizeh révèlent des maisons bien construites, des quartiers de vie organisés et même des restes de repas copieux à base de viande, un luxe très rare pour l'époque. Ces hommes ne sont pas des esclaves, ils sont l'élite ouvrière de l'Égypte antique.
Alors maintenant, nous pourrions nous demander pourquoi, malgré toutes ces preuves, l'image de l'esclave bâtisseur de pyramides reste-t-elle si puissante? La réponse se trouve peut-être dans la manière dont certains courants religieux et idéologiques ont instrumentalisé l'histoire. Mais avant d'y parvenir, la team, approfondissons encore notre compréhension de ce chantier. Comment ces ouvriers qualifiés s'y prenaient-ils techniquement pour ériger les pyramides? Pyramide de Khufu, donc de Khéops, je le rappelle, haute de près de 147 mètres, est composée de plus de 2,3 millions de blocs de calcaire et de granit. Pendant des siècles, ce chantier a été auréolé de mystères, parfois même de théories fantastiques allant des extraterrestres aux sociétés disparues. Même si, pour mon propre avis, je mets des réserves sur la pyramide de Khéops, puisque nous n'avons trouvé uniquement une seule inscription à l'intérieur de la pyramide qui mentionne le nom de Khéops. Donc, je mets des réserves encore dessus. Mais ça, ce n'est que mon propre avis. Mais les faits historiques et archéologiques nous offrent aujourd'hui des réponses concrètes. Contrairement aux idées reçues, les anciens Égyptiens utilisaient des outils simples. Levier, cordage de lin, traîneaux de bois et outils en cuivre pour tailler la pierre. Il y a beaucoup de polémiques aussi sur la dolémite. N'est pas adapté pour tailler correctement aussi facilement et aussi bien fait des pierres de granit. Mais ça, ce n'est que mon propre avis. Si nous revenons sur ce qu'ils employaient, l'absence de fer ou de roues complexes ne les a pas empêchés d'accomplir cet exploit. Les peintures murales de la tombe de Djéouti-Hotep montrent clairement l'utilisation de cette technique. Actuellement, la team, le grand débat des égyptologues concerne le système de rampe utilisé. Rampe frontale, rampe en spirale, donc interne, ou rampe en spirale externe. Le papyrus de Merer, combiné aux fouilles récentes, confirme que l'acheminement jusqu'au plateau de Gizeh se faisait par voie fluviale et canal. Mais sur le site même de Gizeh, plusieurs indices pointent vers un système de rampes en spirale autour de la pyramide, associé à des rampes internes pour certaines parties supérieures. L'ingénieur Jean-Pierre Houdin, en 2005, propose l'une des hypothèses les plus convaincantes, je trouve. Une rampe interne encastrée dans la structure de la pyramide elle-même, permettant au bloc d'être hissé à l'intérieur tout au long de la construction. Mark Lehner, pour sa part, reste plus prudent, je cite. « Les preuves sont encore lacunaires, mais l'idée d'une rampe interne expliquerait mieux la précision d'assemblage des blocs dans les parties supérieures. » Maintenant, comme je vous le disais, la jointure des blocs de calcaire est d'une précision exceptionnelle, parfois inférieure à 0,5 mm d'écart. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Comment ont-ils réalisé cela? Grâce à des outils de mesure rudimentaires, mais très efficaces. Cordes tendues, niveau fil à plomb et un sens exceptionnel de la géométrie sacrée traditionnelle à toute l'Afrique ancestrale. Les Égyptiens anciens connaissaient déjà le fameux triangle sacré 3, 4, 5, utilisé pour assurer l'orthogonalité des angles. Ce savoir-faire architectural dépasse de loin ce que l'on attribue généralement à des peuples antiques. Maintenant, sur le chantier, les rôles étaient très bien définis. Tailleur de pierre, architecte et scribe, conducteur de barge et maçon spécialisé. Il est dit que des tailleurs utilisaient des dolérites. Je vous ai dit que je mets quand même une petite réserve dessus pour façonner le granit d'Assouan, sachant que le granit d'Assouan est vraiment quelque chose de très dur et que ça passerait énormément de temps. Mais bon, c'est ce que disent les recherches actuelles en égyptologie. Et que donc ces dolérites étaient utilisés dans les chambres internes. Et pour revenir sur notre sujet principal, tout cela sans main-d'œuvre d'esclaves. La plupart des gens imaginent encore aujourd'hui que ces grands monuments et ainsi que les grands temples ont été construits par des milliers d'esclaves qui mouraient en bloc. Et là encore, c'est totalement faux. Ce sont à la fois des ouvriers qualifiés, parce qu'il en fallait pour faire ce genre de monuments, et on embauchait tous les paysans pendant la période des crues qui durait 3 mois. Et d'ailleurs, ce n'était pas sous la contrainte, enfin, si, c'était un impôt, mais ils étaient payés. Mais avec des équipes fières de leur savoir-faire. En 1997, l'égyptologue Mark Lehner et le spécialiste du transport antique Roger Hopkins ont mené une expérience grandeur nature, construire une petite pyramide selon les techniques connues de l'époque. Quel a été le résultat? Avec une main-d'œuvre réduite et les outils d'époque, ils ont réussi à ériger la structure en quelques semaines, confirmant la faisabilité de ces méthodes sans technologie moderne. Lehner conclut ceci, je cite, « Il est nul besoin d'extraterrestres
ni d'esclaves hébreux, seulement d'une formidable organisation et d'un peuple d'artisans remarquables. Alors, encore une fois, la team, je repose la question, pourquoi cette vérité reste-t-elle si peu connue du grand public? Et surtout, quel est l'impact réel de ces découvertes sur les récits fondateurs des religions abrahamiques? Dans la dernière partie de cette vidéo, la team, nous allons interroger de front la question qui fâche. Le mythe des pyramides esclavagistes a-t-il été entretenu pour légitimer certains récits religieux? Et surtout, que se passe-t-il quand l'archéologie contredit les textes sacrés? Voilà plus de 2 siècles que la recherche historique et archéologique s'est parfois heurtée aux récits fondateurs des religions abrahamiques. La question de l'esclavage et de la construction des pyramides par les Hébreux est l'un des exemples les plus emblématiques. La croyance populaire veut que les Hébreux, peuple mentionné dans l'Ancien Testament, aient été réduits en esclavage en Égypte et qu'ils aient participé à la construction de temples et de pyramides. Cette idée est profondément ancrée dans l'imaginaire collectif, notamment en raison de films comme je le citais en tout début de vidéo, les 10 commandements, ou le prince d'Égypte. Pourtant, rien dans le texte biblique ne dit explicitement que les Hébreux ont bâti les pyramides. Dans l'Exode, il est uniquement mentionné que les Hébreux construisaient des villes-entrepôts, comme Pithom ou Pi-Ramsès, pour Pharaon. Je cite, « Ils bâtirent pour Pharaon des villes-entrepôts, Pithom et Ramsès. » Donc Exode 1:11. Or, ces 2 villes n'existent qu'au Nouvel Empire, vers moins 1300 avant notre ère, sous Ramsès II, soit 1200 ans après la construction de la pyramide de Khufu de Khéops. Cette anachronie majeure fait voler en éclats le lien entre pyramide et esclavage des Hébreux. L'Égypte de Khéops, donc de Khufu, n'a strictement rien à voir avec le récit de Moïse. Historiquement, l'idée selon laquelle les Hébreux auraient bâti les pyramides s'est imposée avec l'émergence du christianisme et plus tard de l'orientalisme européen du 19e siècle. Les premiers archéologues européens, influencés par la culture biblique, ont souvent superposé les récits bibliques avec les vrais vestiges de l'Égypte antique. James Henry Breasted, pionnier de l'égyptologie, expliquait déjà en 1905 ceci, je cite, « Les fouilles archéologiques doivent se détacher des lectures littérales des Écritures pour être fidèles aux faits. » Mais le cinéma hollywoodien, comme je vous l'ai dit, et la culture populaire ont prolongé cette confusion. Alors la team, remettons les choses dans leur contexte. Les récits bibliques, et donc coraniques, comme ceux de l'Exode ou de Joseph en Égypte, sont des textes religieux à portée symbolique et théologique, écrits des siècles après les faits supposés. Mais l'archéologie est, elle, fondée sur des données matérielles datées et vérifiables. Or, aucune fouille à Gizeh n'a jamais mis au jour des traces d'une population étrangère d'esclaves, ni d'artefacts hébreux. Pierre Tallet affirme ceci, je cite, « Le site de Gizeh est une cité ouvrière locale, égyptienne, sans aucun indice d'une population asservie venue d'ailleurs. » De même, le papyrus de Merer n'évoque jamais d'esclavage massif, mais une gestion, comme je le disais, rigoureuse d'ouvriers qualifiés, et surtout libres. Pour certains courants religieux fondamentalistes, ces découvertes sont parfois vues comme une remise en cause de la véracité littérale des textes sacrés. Pourtant, de nombreux théologiens modernes adoptent une lecture symbolique ou métaphorique de l'Exode et des récits similaires. Prenons le fameux Thomas Romer. D'ailleurs, je suis allé il y a pas très longtemps au Collège de France pour assister à un de ses cours. Thomas Romer est un spécialiste du Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres de l'Ancien Testament, communs donc à la Torah. Thomas Romer explique ceci, je cite, « Les récits de l'Exode s'inscrivent dans un contexte de construction identitaire du peuple d'Israël, mais ne sont pas des chroniques historiques au sens moderne. Ce n'est donc pas l'archéologie qui nie la foi, mais bien la lecture latérale qui entre en tension avec les faits. En réalité, de nombreux religieux et historiens plaident pour une coexistence. Accepter que les textes sacrés transmettent une vision symbolique, tandis que l'archéologie éclaire les faits matériels. John Romer, aussi égyptologue, explique ceci, je cite. « Les pyramides racontent l'histoire d'un peuple d'ingénieurs, d'artisans et d'ouvriers qui ont bâti ces merveilles pour célébrer le divin à leur manière et non celle d'esclaves opprimés par un tyran pharaonique. » En guise de conclusion, la team, nous avons parcouru ensemble dans cette vidéo des découvertes, des analyses et surtout la déconstruction des mythes. Le papyrus de Merer, vous l'avez compris, est la pièce maîtresse qui nous révèle la vérité.
Je vous rappelle encore une fois, les pyramides sont l'œuvre d'un peuple libre et d'une civilisation brillante, et non d'une armée d'esclaves bibliques. Mais cette histoire est aussi celle de la façon dont l'histoire est instrumentalisée, parfois détournée, au service de récits collectifs. Alors, que nous dit cette quête de vérité? Que l'histoire mérite toujours d'être regardée en face avec ses nuances et ses complexités. Et vous la team, qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire comme d'habitude, ouvrez le débat tout en restant respectueux. Mettez un petit pouce bleu pour le soutien et le référencement. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et surtout, activez la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace!